Aujourd'hui, nous allons revenir sur le crash d'un MH53 israélien, un Yazour, lors des toutes premières heures de l'attaque des combattants du Hamas contre les populations civiles et des militaires en Israël. Nous allons voir comment cet hélicoptère a permis d'amener 50 parachutistes juste à côté d'une zone résidentielle qui était attaquée par le Hamas et comment le commandement décentralisé a fait des merveilles ce matin alors que l'état-major était aux abonnés absents et ne communiquait pas de consignes vers ses escadrons d'hélicoptères. Tout ça juste après le jingle. Roger ball. Le Yazour est un hélicoptère massif. C'est le MH53 de Sikorsky, 2 fois 4330 chevaux, une masse à vide de 14 tonnes, plus lourd qu'un super étendard à la masse max, plus lourd qu'un Rafale qui fait, je vous le rappelle, dans les 10 tonnes, jusqu'à 21 tonnes. Premier vol 1964, très connu dans le rôle de César, de recherche et sauvetage de combat. Et c'est un hélicoptère qui a également participé à la première guerre du Golfe et qui a notamment guidé des Apaches dans un raid sur lequel nous reviendrons tout simplement sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Ce gros hélicoptère n'est pas très discret. Néanmoins, il permet de déplacer des masses, déplacer de l'artillerie ou déplacer énormément de personnel. Par contre, d'un point de vue armement, il est très peu défendu et va généralement être accompagné de gunships, d'aéronefs type Apache, en protection afin de traiter des cibles si besoin. Le 7 décembre, il va être envoyé vers des kibbutz. Alors les kibbutz, c'est quelque chose qui existe depuis le début des années 1900. Il y en a plusieurs centaines et à peu près moins d'1% de la population juive d'Israël habite à l'intérieur. Kibbutz signifie assembler, ensemble, et c'est en fait des sortes de communautés, ce qu'on appellerait aux États-Unis les gated communities, des communautés qui vivent ensemble, où la répartition des richesses peut varier en fonction des kibbutz, mais ça peut fonctionner vraiment sous une forme très collective. Et vous voyez, c'est un petit peu au milieu du désert, et ils vivent ainsi entre eux. Alors le point à noter, c'est que là on est sur le mur qui fait la séparation avec la bande de Gaza. Là on est à Gaza, et vous voyez qu'il y a des kibbutz juste à côté. Donc forcément, si vous avez une brèche dans le mur, si quelqu'un vient directement, à travers champs, ils vont vouloir se ruer vers les kibbutz. Kibbutz qui ont des forces de sécurité, mais qui forcément ne sont pas équipés pour faire face à des centaines de combattants. Si on veut revenir sur la chronologie de ce qui s'est passé ce 7 décembre, eh bien tout commence à 6h30 du matin. À 6h30 du matin, il y a les alarmes qui sonnent sur la base des hélicoptères. C'est pas l'alarme classique de search and rescue, de recherche et sauvetage. C'est l'alarme d'attaque missile. À partir de là, il n'y a pas grand monde d'alerte, les personnes s'occupent de leur famille et ensuite derrière vont aux opérations. Et le commandant d'unité arrive vers les 9h aux opérations, il rencontre son copilote qui lui dit on n'a pas eu de consigne de l'état-major, on est en attente. Là, le commandant des MH53 n'est pas d'accord, il a 4 MH53 qui sont prêts et il va décider de décoller et d'aller rejoindre des parachutistes. Ça fait plus de 30 ans qu'il connaît un des officiers en charge des parachutistes dans la région. Il appelle, il demande s'il a des hommes prêts à être héliportés. La réponse est affirmative, il y avait des parachutistes en alerte, 400 qui sont prêts. Il décide donc de décoller avec ses hélicoptères, d'aller récupérer les parachutistes aux alentours de 10h30, de demander encore plus d'hommes, car même si le Yazour est normalement limité à 33 personnes à bord avec le matériel, il va en prendre une cinquantaine par hélicoptère. Ils vont redécoller et une fois qu'ils seront en l'air, ils vont prendre leurs consignes, ils vont contacter l'état-major, ils vont demander du renseignement, demander des consignes vers où aller et ils vont se diriger vers le kibbutz de Be'eri. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que les hommes ils vont à l'intérieur, forcément ils ont tout leur pactage, ils ont de l'eau, ils ont leur Kevlar, ils ont leur matériel de protection et ça c'est une photo où on voit bien à quel point ils sont les uns sur les autres. Donc à ce moment-là, c'est pas sans nous rappeler les accidents qu'il y a eu avec les hélicoptères, il y en a eu en France malheureusement dans le désert du Mali, il y en a eu également beaucoup en Afghanistan avec notamment les Chinooks très vulnérables
au tir de roquette. Et si vous avez un hélicoptère comme ça qui se fait toucher, c'est rapidement un massacre. À l'arrière, vous avez plusieurs sections. 50 hommes, c'est tout simplement énorme. L'hélicoptère va arriver du nord, il va survoler cette grande ville que vous avez peut-être vue sur les réseaux sociaux. Grande ville où il y a à ce moment-là sur les toits des enfants, des populations qui appellent au secours. Mais eux, ils ont décidé d'aller vers ces kibbutz-là qui sont notamment celui-ci, qui sont apparemment attaqués et gravement pris à partie. Donc ils vont survoler à très basse altitude, ils vont se rapprocher. Là on est en fait dans du désert, il n'y a nulle part où se cacher. Les hélicoptères volent aussi bas que possible, mais ce n'est pas très discret. Il n'y a pas d'information, l'état-major leur dit de faire au mieux et surtout ils ne sont pas appuyés par des Apaches. Donc de sa propre initiative, le commandant de l'unité est allé récupérer des paras et ensuite est venu se mettre en place pour venir les déposer et appuyer les populations pris à partie. Le kibbutz de Be'eri ressemble à ça. Vous voyez la route qui vient et qui le dessert. Tout autour, vous avez une sorte de clôture de protection. Et si vous voulez faire un posé d'assaut, déposer vos hommes, vous n'allez pas vouloir vous poser trop loin, mais il y a une multitude de champs autour. Au moment où les hélicoptères, la patrouille se rapproche, le pilote, le commandant de bord, observe des motards qui sont exactement sur la landing zone, sur la zone de posée où ils comptaient aller. Il décide alors de changer de point de posée, d'aller vers un autre champ. Il part en virage à droite, mais lors de ce virage à droite, ils sont touchés par un missile anti-char ou un RPG, il ne sait pas. À partir de ce moment-là, ils se retrouvent donc en panne. Ils annoncent qu'ils sont touchés, qu'ils vont se vacher, qu'ils vont se poser. Ils ont perdu un moteur. Un aéronef de cette masse-là, en plus en surcharge avec le nombre de personnes à bord, ne se sustente pas très bien. Ils vont réussir à se poser dans un champ qui ne sera pas très dur, heureusement qu'il sera assez souple, qui va amortir leur vitesse verticale. Et à ce moment-là, décision est prise de demander à tout l'équipage de sortir, tous les hommes de sortir le plus vite possible. Et en moins d'une minute, les 50 parachutistes vont sortir. Heureusement, parce que quelques secondes après, un deuxième RPG, une deuxième roquette vient les toucher, ce qui va complètement enflammer l'hélicoptère, d'où les images que vous avez peut-être vues sur les réseaux sociaux avec cet hélicoptère en feu, avec la queue derrière, et il va être brûlé. Vous voyez derrière des constructions, on est juste à côté du kibbutz, donc vraiment il y avait cette volonté de se rapprocher au plus près. Peut-être trop près, mais encore une fois, c'est facile quand on a du recul, quand on connaît les informations. Mettez-vous à la place de cet équipage qui n'a absolument aucune information, au mieux peut-être ce qu'il peut voir sur les réseaux sociaux, mais il pilote à basse altitude. Sans information, c'est pas une situation d'avenir. Le kibbutz de Be'eri a malheureusement été assez médiatisé parce qu'il y aurait eu plus de 108 corps retrouvés, plus de 110 victimes sur place. Encore une fois, la proximité avec la bande de Gaza leur a été fatale. Ce que l'on peut dire sur cette opération, dans un premier temps, c'est autour du commandement décentralisé. Dans les premières heures, l'état-major n'était pas prêt, ne disposait pas du renseignement et c'est donc à l'initiative locale du commandant d'hélicoptère que les choses se sont mises à aller dans la bonne direction et que, in fine, des vies civiles ont été sauvées. Pourquoi? Parce qu'il y avait une bonne culture du commandement décentralisé. Cette volonté de s'aligner à l'état final recherché. Et là, leur état final recherché, c'était de réduire les pertes civiles, de permettre la récupération de leur souveraineté territoriale. Et donc, pour le colonel en charge de l'unité, il fallait utiliser ces hélicoptères pour aller se projeter le plus rapidement possible vers des lieux qui ne seraient pas traités de suite par des colonnes de véhicules classiques, d'où cette volonté d'aller vers un objectif en adéquation avec la force qu'ils transportent. Et ça, c'est un autre point important. On a des hélicoptères de transport lourd. En France, on a par exemple du Caracal, mais vous voyez bien qu'en arrivant avec de l'hélicoptère lourd, on va arriver avec de multiples combattants. Donc là, si on a 4 hélicos à 50 personnes, ça vous fait 200 combattants d'un coup. On ne sait pas si les 4 sont allés sur ce kibbutz-là, mais même un seul, ça vous fait 50 combattants d'un coup. Si vous arrivez avec 2 hélicos légers, avec on va dire 10 personnes à chaque fois, ça vous fait 20 personnes, c'est beaucoup moins une situation d'avenir. Parce qu'au moment où ils se sont crashés, au moment où ils ont fini au sol, les militaires sont sortis et ils ont été pris à partie. Un lieutenant a été touché, s'est pris 2 balles. Le médic est venu et a réussi à arrêter l'hémorragie. Ensuite, il a été éloigné du kibbutz, mis en sécurité. Mais très rapidement, vous pouvez vous retrouver face à des forces très nombreuses. Et il aura fallu à peu près 10 minutes pour passer du statut de cible au statut de chasseur, au statut de militaires qui viennent en infiltration et qui viennent nettoyer la zone des forces adverses.
Et ça a été rendu possible grâce à ce côté saturant du transport lourd. Il faut de la masse, surtout si vous tombez dans une embuscade. L'autre point, c'est celui de l'absence de essai. Situation awareness, conscience de la situation. Si vous n'avez pas conscience de la situation, vous foncez tête baissée vers l'adversaire, ce qui est une bonne chose avec l'état final recherché, mais il faut savoir, et il le savait, que vous allez forcément vers des pertes. Les armées occidentales sont désormais habituées à avoir généralement des chars, des véhicules, avec au-dessus des drones qui regardent ce qui se passe, et encore au-dessus, des avions bombardiers qui peuvent mettre des bombes de 250 kg où il faut. Nous sommes habitués à évoluer dans un environnement avec du GPS, avec de la bonne communication, où vous voyez où quelqu'un, un décideur, voit tout ce qui se passe et a donc une excellente conscience de la situation. Là, ils étaient dans un cas d'école pour lequel ils n'étaient probablement pas très entraînés, de vous foncez dans le tas, vous verrez bien ce qui se passe. Forcément, ça veut dire perte. Ça n'a pas loupé, ils ont perdu un hélicoptère et derrière, ils ont eu des pertes blessés, ou pire, au niveau des militaires. Donc ça, c'est toujours à garder en tête parce que ça veut dire qu'il vous faut de la masse, il vous faut du monde, car vous êtes dans un business où il y aura de l'attrition. L'autre point, c'est missiles contre hélicoptères. On a vu qu'en Ukraine, les hélicoptères ukrainiens, les hélicoptères russes ont connu une forte attrition. Des hélicoptères Ka-52 ont été vus détruits par des tirs de roquettes. Là, on est sur un MH-53. C'est un excellent hélicoptère, même s'il est ancien américain. Kalachnikov, RPG, anti-tank, va le détruire. Vous pouvez avoir un matériel qui coûte des millions de dollars, avec un équipage qui coûte des millions de dollars à former, avec 50 excellents combattants derrière, même des forces spéciales. Un RPG-7 qui vous arrive du fin fond des stocks soviétiques. Va pouvoir détruire cet hélicoptère-là. Encore une fois, il y a une non-linéarité entre le coût du missile ou le niveau nécessaire pour mettre en œuvre ce missile et la cible que vous détruisez. D'où l'importance de la essai. Un combattant est vulnérable. Les hélicoptères sont extrêmement vulnérables lors des phases de posée. D'où la préférence pour les forces spéciales d'opérer de nuit. C'est beaucoup plus dur d'ajuster un hélicoptère de nuit. Le dernier point, c'est plan for the worst, hope for the best. On planifie toujours le pire cas et on espère que c'est le meilleur cas qui va arriver. Je vous rappelle, on en parle dans Au-delà du cockpit, que généralement on prévoit le cas le plus probable, le pire cas et le scénario où il n'y a pas d'ennemis. Et ensuite, la vérité, les what if comme on dit, est quelque part au milieu de tout ça. Mais le plan pour le pire, on voit dans l'interview que je vous mets en lien en dessous que le commandant était un petit peu étonné et qu'il a mis quelques secondes à réagir quand il a vu les mobylettes. Maintenant, intellectuellement, du fait de sa préparation et de son conditionnement mental à opérer dans des zones avec conscience de la situation, il n'avait sûrement jamais vraiment réfléchi à ce qu'un jour, Israël puisse être attaqué comme ça par des centaines de combattants du Hamas et puisse être attaqué dans ses kibbutz. À partir de là, on voit bien qu'il va falloir rapidement prendre des décisions et il a pris la décision de partir à droite. Mais si c'était à refaire, je ne serais pas étonné s'ils prenaient la décision ou s'ils changeaient leur procédure en se disant « on a un kibbutz qui est là, on sait que le Hamas ou les adversaires risquent d'être dedans ou dans un rayon de 500 mètres, on pose nos hélicoptères à minima à une distance, on va dire, supérieure à 1,5 km, quelque chose comme ça. Ça nécessitera une infiltration à terre pour nos forces spéciales, mais ça permettra nos combattants de récupérer une conscience de la situation. Ça donnera de la distance à nos snipers avant qu'ils puissent opérer. La problématique, c'est quoi? C'est que dans ce cas-là, peut-être que ça aurait augmenté encore plus l'attrition des civils à l'intérieur du kibbutz. La vérité, c'est qu'on ne peut pas savoir. On peut seulement essayer de réfléchir en amont et ensuite de prendre des décisions et ensuite au combat de choisir l'option la plus en adéquation avec l'état final recherché et la situation. Encore une fois, l'importance de la préparation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à la partager, à nous dire ce que vous avez pensé, à nous demander ce que vous voulez comme prochaine vidéo juste en dessous. À bientôt, peut-être en entreprise, peut-être via un de nos bouquins, Au-delà du cockpit, Au-delà de l'Ukraine, peut-être avec notre e-learning qui est disponible maintenant en ligne. On vous met les liens juste en dessous. Et je vous dis à très vite. Les vidéos, c'est généralement le lundi et le vendredi. Stay safe.